Bien, après les satellites d'observation, on va parler au cours de cette table ronde de la connexion des continents, Europe-Afrique, mais pas que l'Europe, hein, l'Afrique et le reste du monde, et de ces infrastructures qui dessinent le futur. Pour en parler avec moi, donc j'ai à côté de moi François Laugier, qui est le directeur général adjoint de SFIL, qui va nous parler de ces financements d'infrastructures sur lesquels il travaille. À côté de lui, Adnan Ben Alima, vous êtes le vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa. Et enfin, Stéphane Lelux, vous êtes le président et fondateur de Tactis, qui est un cabinet de conseil, notamment dans ce domaine. Alors peut-être que la première question que j'ai envie de vous poser sur cette question d'infrastructure qui dessine le futur, c'est peut-être de brosser un peu le paysage. Alors on est plutôt dans le domaine des télécoms, parce qu'on pourrait parler de toutes les infrastructures africaines, mais je pense qu'on l'a un peu dit ce matin, voilà, on parle beaucoup du leapfrog africain, c'est cette capacité qu'a eu l'Afrique pour se développer plus rapidement, d'avoir accès au numérique sur la plus grande partie du territoire, et c'est un peu ce qui vous rassemble en partie tous les trois, même s'il y aura d'autres enjeux de connexion d'infrastructures. Et ces infrastructures numériques, elles reposent aussi beaucoup sur l'électrification, évidemment. Il y a eu ce fameux plan d'électrification de l'Afrique. Donc je pense que ça serait intéressant, Stéphane, peut-être pour brosser un peu le paysage, de nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est, quels sont les besoins d'infrastructures dans ce domaine, et comment est-ce qu'on peut brosser un peu le tableau d'ensemble. Merci Philippe, bonjour à tous et merci à la Tribune pour son invitation. Alors j'ai deux casquettes, en plus je suis vice-président de la filière française des infrastructures numériques, en plus de ma casquette de dirigeant de Tactis, qui effectivement intervient depuis 30 ans dans le secteur des télécommunications en Europe et en Afrique principalement. Alors c'est vrai que, comme on l'a dit, ces infrastructures, ça a été longuement évoqué à plusieurs de ces tables rondes depuis ce matin. Finalement, c'est pas une finalité, bien sûr, mais c'est par là que tout commence. Si on n'a pas de port, si on n'a pas d'aéroport, si on n'a pas de route et si on n'a pas d'énergie, toute l'économie évidemment est bloquée, ne peut pas s'expandre, enfin ne peut pas s'étendre. Et le numérique, on rentre évidemment de plein pied depuis une trentaine d'années dans une transformation digitale du monde. Et le numérique n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ces routes du digital, ces autoroutes, nous ne pouvons pas développer l'économie. Et c'est un impact très concret. Par exemple, les chiffres, je commençais avec un premier chiffre, de l'IUT, qui est l'Organisation internationale des télécommunications, est assez clair. C'est que vous avez 10% de pénétration d'Internet mobile supplémentaire dans un pays, c'est 2,5 de croissance du PIB. Donc c'est quelque chose d'extrêmement impactant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est à peine un tiers d'internautes au moment où on parle. La moyenne mondiale, c'est le double à peu près. Donc en fait, on est un gap important, même si, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, l'Afrique aussi fait des leapfrogs. Non seulement rattrape, mais en plus dépasse. Parce que de grenouilles. Exactement. On va aller beaucoup plus loin. On l'a vu avec le Rwanda il y a quelques années sur les drones. C'est le leader mondial, par exemple, pour délivrer des médicaments, des poches de sang dans tout le pays. Et du coup, c'est un pays où la mortalité des femmes en couche a quasiment disparu, là où elle était très élevée il y a encore 15 ans. Donc on voit qu'il y a un impact concret de l'utilisation de ces technologies dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'économie. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, il ne s'agit pas uniquement d'investir, mais il faut aussi que ce soit de qualité, il faut que ce soit accessible à tous. Par exemple, on sait aujourd'hui que le coût moyen de l'accès Internet en Afrique se situe à peu près autour de 10 à 12%, notamment l'Afrique subsaharienne, 10 à 12, voire 15% dans certains pays, du revenu moyen du foyer mensuel. En Europe, c'est 2%. Donc ça veut dire que la pénétration de ces technologies ne peut pas se faire s'il n'y a pas un accès, on va dire, massif à un prix extrêmement, on va dire, accessible à tous. Et donc le défi que l'on a avec nos amis africains, c'est de rendre accessibles à tous ces technologies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des infrastructures de qualité, durables. Ça renvoie à des questions aussi de souveraineté et donc accessibles au plus grand nombre. Et nous, l'Europe, nous, notre filière, par exemple, française, mais
on a nos amis chinois enfin, indiens ou autres qui travaillent beaucoup sur le continent africain. Même si on est en compétition, on travaille ensemble, hein, on est amené à accompagner ce mouvement. Il faut avoir un chiffre en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 150 milliards de dollars de gap d'infrastructures à rattraper d'ici 2035 pour mettre à niveau, on va dire, ces infrastructures, ce socle qui, encore une fois, n'est pas une finalité, c'est la condition sine qua non au démarrage de tout un ensemble de transformations. Je reprendrai un autre chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres cet après-midi, mais il y a quelques chiffres qui sont assez frappants. 40% des objectifs de développement durable ne peuvent être accomplis que si nous avons des conditions d'accès à des infrastructures numériques de qualité. Et peut-être un dernier chiffre d'entrée, c'est qu'aujourd'hui on considère donc qu'il y a la part des internautes africains représente, j'ai dit tout à l'heure, il y a un tiers à peu près de la population qui a accès à Internet. La part des internautes africains aujourd'hui est un petit peu moins de 15% de la population mondiale d'internautes. D'accord ? Devinez quelle est la part des données hébergées en Afrique. C'est moins de 1,5%. C'est un peu moins de 2%. C'est entre 1,5 et 1,8 à peu près en fonction du périmètre qu'on intègre. C'est-à-dire qu'on est un facteur 10 fois inférieur à la moyenne mondiale sur l'hébergement de la donnée sur le continent africain. Et il ne peut pas y avoir d'IA souveraine s'il n'y a pas de données souveraines, si les données ne sont pas nationales, si elles ne sont pas sur les territoires, si elles ne sont pas maîtrisées aussi par les acteurs qui finalement veulent demain s'en servir pour pouvoir monter en compétence. Et il y a des tas d'autres sujets sur lesquels je pourrais échanger. On va y revenir, mais cet enjeu de souveraineté est important. On va peut-être vous entendre maintenant, Adnan Benalima, donc, au nom de Huawei, et donc sur effectivement la compétition auquel se livrent plusieurs évidemment compétiteurs, dont la Chine, dont Huawei qui est un groupe chinois, sur cette connectivité. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Afrique ? Il y a plusieurs éléments. On va parler bien sûr des réseaux, des infrastructures, mais vous intervenez aussi, vous me le disiez en préparant, sur les devices, sur le prix, parce qu'aujourd'hui, un Africain ne peut pas se payer un iPhone à 1 000 $, on l'imagine bien. C'est vrai. Alors, nous, en tant que Huawei, on intervient dans chaque pays du continent pour bâtir les infrastructures d'éthique dans chaque pays. Et si je complémente ce qui a été dit par rapport aux besoins d'infrastructures, il y a plusieurs angles de vue. Il y a le premier angle de vue, c'est la couverture de la population. Il y a une grosse partie de la population en Afrique qui n'est pas couverte par un réseau télécom. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prérequis d'électrification qui ne sont pas là, parfois parce que ce n'est pas rentable pour les opérateurs télécoms, et aussi par manque de moyens des gouvernements pour offrir le service universel. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que même lorsqu'il y a un réseau, parfois, il n'est pas de bonne qualité. Donc la qualité de la connectivité aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille. Et troisième point, comme a été dit, c'est aussi les infrastructures reliées au data center et au cloud qui manquent terriblement sur le continent, ce qui fait que les datas africaines ne sont pas souveraines et qu'elles sont stockées ailleurs. D'accord ? Et quatrième volet, c'est la connectivité internationale. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir améliorer le pipe qui sort à l'international pour plusieurs pays. Donc nous, on intervient dans chaque sous-partie. On a des solutions qui permettent d'assurer la connectivité dans chaque sous-partie que j'ai mentionnée. Mais pas que ça, parce que comme vous l'avez mentionné, le citoyen africain de chaque pays, l'Afrique, elle est très hétérogène, hein, les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes, mais de façon générale, le pouvoir d'achat ne matche pas le besoin, enfin la capacité d'investir sur des smartphones puissants qui peuvent nous permettre d'accéder à Internet avec les applications qu'on souhaite. Donc ce que nous, on pousse en ce moment, c'est de pouvoir donner aux citoyens, même les plus démunis, des smartphones très accessibles. Là, on parle d'à peu près 10 $, 10 €, hein, d'accord ? Ce sont des cloud devices. C'est des devices ou bien des smartphones. Les applications sont dans le nuage. Exactement. En fait, on n'a plus besoin d'avoir des téléphones surdimensionnés en termes de spec, avoir des gros processeurs, des mémoires, etc. Tout ça, on enlève, on allège au maximum et tout le reste se fait sur le cloud. Donc le téléphone n'a qu'un seul besoin, c'est d'avoir une possibilité de se connecter à un réseau. Il faut avoir un bon réseau quand même. Non ? Voilà, exactement. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que... C'est ça ce qui vous arrange, vous, parce que vous offrez aussi des solutions d'antenne et de connectivité au réseau. C'est pas que nous que ça arrange, parce qu'à travers ce genre de scénario, la population peut avoir accès à des applications, exemple Mobile Money,
qui permet de désenclaver plusieurs zones qui ne sont pas bancarisées, des citoyens qui peuvent échanger des flux financiers, faire du commerce, etc. Et on voit en Afrique de l'Est, par exemple, l'impact de tels scénarios. Au Kenya, par exemple, sur le mobile money, le volume de transactions représente 45% du PIB national. D'accord. En Éthiopie, sur un projet qu'on a développé pour Éthiopie Télécom, en une seule année, il y a 32 millions d'abonnés qui ont généré 15% du PIB national en volume de transactions. Donc vous imaginez que les personnes qui n'étaient pas couvertes d'un réseau ou qui sont couvertes, qui ne peuvent pas y accéder, s'ils peuvent utiliser ces applications-là, peuvent vraiment générer de nouvelles opportunités et créer de la valeur ajoutée. Et essayer de doubler, ce que vous disiez, la part de ceux qui ont accès aux services numériques. François Laugier, peut-être, alors, on vient beaucoup de parler de numérique, vous, la SFIL, vous intervenez dans toutes les infrastructures, peut-être présenter un peu ce que vous faites au niveau de la SFIL et ce qu'est la SFIL pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas aussi bien, et peut-être ensuite rentrer dans le cadre de cette discussion. Oui, bien sûr. Mais merci beaucoup d'abord de nous accueillir dans cette assemblée et dans ce cadre tout à fait magique. Effectivement, deux mots sur SFIL. SFIL n'est pas très connu, mais je vous assure, gagne à être connu. SFIL fait partie du groupe Caisse des dépôts. C'est la 9e banque française en termes de total de bilan. Et on a deux missions. Financer les investissements réalisés par les collectivités locales et les hôpitaux publics en France. Et la deuxième, c'est de financer les grands contrats export garantis par l'État français à travers BPI Assurance Export. 40%, hein, vous me disiez, en Afrique, des exportateurs. On prête à peu près 9 à 10 milliards d'euros chaque année, moitié entre le secteur public français et les grands contrats export. Et sur l'export, on représente en réalité 40% de la liquidité qui est fournie aux grands contrats export français. Et dans cette activité-là, on est très content d'être dans cette discussion-là, puisqu'on connecte. Hein. On connecte aussi, puisque la première chose qu'on fait, c'est que SFIL prête de l'argent qu'il va lever sur les marchés internationaux. Et donc, c'est cette épargne internationale qu'on connecte aux besoins d'investissement qui peuvent exister en France ou qui peuvent exister à l'international à travers les projets export qu'on finance. La deuxième connexion qu'on fait, c'est qu'on finance des projets qui connectent. Hein. Donc, sur l'Afrique, on a financé une petite dizaine de projets. On a là-dedans 5 projets de création de réseaux électriques, de grid, dans lesquels on permet à des populations qui n'ont pas accès à l'électricité d'accéder, de bénéficier de l'électricité et effectivement, partant de là, des réseaux, de l'éclairage et de tas de choses. L'électricité renouvelable, j'imagine, plutôt? Pas nécessairement. C'est mieux si c'est renouvelable, mais quand on part d'un schéma où il n'y a pas d'électricité du tout, si elle n'est pas renouvelable, c'est déjà bien d'avoir accès à ce réseau. On a financé un projet au Bénin où, au terme de ce projet, la population desservie par l'électricité va passer de 45% à 75%. Donc, c'est déjà un pas énorme et donc il faut se satisfaire de ce qui a été fait. On a fait aussi au Sénégal 2 projets qui permettront l'accès de 600 000 foyers à l'électricité. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment contribué aux connexions. Donc, c'est des connexions électriques, c'est des connexions numériques derrière. Et on est très content aussi de connecter physiquement des populations. Par exemple, je crois qu'il y a des représentants de la Côte d'Ivoire ici. Vous avez sûrement entendu parler de la route La Côtière en Côte d'Ivoire. C'est un truc qu'on voit à la télé sur les routes de l'impossible. Donc, on la voyait dans les routes de l'impossible, parce que c'était une route très dangereuse, très meurtrière, en très mauvais état. Donc, on a financé une partie de la rénovation de cette route et qui maintenant est devenue praticable, sûr, et je crois que le trajet qui était un cauchemar sur la portion qu'on a rénovée, le trajet était un cauchemar qui durait plus de 10 heures et qui maintenant dure 3 heures et demie. Donc on a dans nos équipes des collaborateurs de Côte d'Ivoire qui viennent nous voir en disant mais c'est génial ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est ce genre de connexion qu'on fait. On a d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais je ne vais pas abuser de ce petit temps de parole. Oui, on parlait du tramway d'Abidjan, je crois aussi. Alors Abidjan, on a financé le consortium français qui a construit ou qui est en train de construire la première ligne de métro à Abidjan. Alors c'est pas un métro souterrain, mais c'est un métro qui traverse la ville et qui dessert 5 millions d'habitants, qui permettra 500 000 trajets quotidiens dans les estimations. Et on voit bien quel impact ça peut avoir sur les mobilités, sur l'accès à différents services et à l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble de la population. L'électricité, on l'a dit, c'est essentiel pour que le numérique fonctionne. Est-ce que vous avez également des
projets dans le domaine de ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le numérique, les data centers, la capacité de l'Afrique de se doter effectivement d'une capacité de souveraineté dans ces données? Nous, on regarde tous les projets qui concourent à la performance des grandes entreprises exportatrices françaises. Donc, s'il y en a dans ce domaine-là qui ont des projets en Afrique, on sera là et on pourra les accompagner. Par exemple, on parlait des satellites tout à l'heure. Donc, nous, on a financé déjà un lancement de satellites, mais ce n'était pas en Afrique. On a aujourd'hui 17 projets à l'étude de lancement de satellites, dont 5 qui sont en Afrique. Je ne sais pas s'ils aboutiront. C'est des trucs très, 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 très longs, et sur lesquels la concurrence est extrêmement rude. On parlait d'un Américain qui fait des voitures et des lanceurs et qui a une grande partie de ce marché, donc sur lequel on n'interviendra pas en financement. Mais effectivement, si ces choses-là se montent, on sera très content de les accompagner. Peut-être on pourrait revenir, Stéphane Lux et Adnan, sur ces enjeux de souveraineté, parce qu'il y a effectivement toute une compétition aujourd'hui mondiale. Il y a le projet Stargate aux États-Unis dont on parle beaucoup. Je ne sais pas s'il peut y avoir un Stargate africain en matière de centre de données, mais on voit bien effectivement, vu la taille de la population et sa démographie, que si elle utilise demain de plus en plus de numérique, ça va construire de plus en plus de données. Et on dit souvent que ces données, c'est le nouvel Eldorado de l'économie de demain. Donc comment aider l'Afrique, grâce à ce leapfrog numérique, à se doter effectivement d'une indépendance, d'une autonomie pour chaque pays ou pour des grandes régions en matière de connectivité numérique et de data. Peut-être Dan et Stéphane. Stéphane, allez-y. Oui, on pourra se compléter. Non, tout à fait. Je pense que il y a, et ça a été très bien dit ce matin, il y a une nouvelle relation stratégique entre le continent africain et le continent européen, et puis aussi les autres continents. Enfin, on voit bien que le multilatéralisme qui a été bien évoqué par le Maroc, par l'Égypte, par d'autres pays, on voit bien qu'il y a une volonté de ne pas parfois prendre position parce qu'il n'y a pas de fermeture à apprendre, à avoir des partnerships qui soient profitables pour l'Afrique. Et l'Afrique a beaucoup aussi à apporter et à développer en partenariat. Et l'Europe, nous sommes dotés il y a maintenant près de 3 ans et demi d'une infrastructure financière qui s'appelle le Global Gateway, un peu à l'instar de ce qu'a fait la Chine il y a quelques années à travers les nouvelles routes de la soie. Et parfois, il faut apprendre aussi de ses concurrents, de ses compétiteurs, ce qu'ils font bien et ce que nous ne faisions pas bien. Et il faut reconnaître que le pragmatisme chinois, au-delà de la capacité industrielle chinoise, nous a dépassés depuis une dizaine d'années. Et donc, nous arrivons avec du retard, mais nous avons aussi des domaines de compétences sur lesquels nous sommes leaders. Et il faut continuer à le développer. Et dans ce domaine-là en particulier, parler des câbles sous-marins, je rappellerai que le premier câblier sous-marin au monde, il est à Calais, c'est Alcatel Submarine Network. Les data centers, on est parmi les premiers industriels avec Schneider Electric de la fabrication des équipements électriques pour les data centers, etc., etc. En fait, on a des champions nationaux et mondiaux en Europe et en France. Et il y a des véritables liens historiques, voire, on va dire, très intimes entre la filière européenne, filière française, et les filières africaines. Et pour aller vers ce que vous dites, Philippe, notre volonté, nous, de peut-être démarquage, c'est de travailler beaucoup sur la montée en compétences locales. Ça a été dit aussi dans une autre table ronde de ce matin, c'était il faut aller vers l'industrialisation locale, la transformation, la montée en compétences. Et bien, c'est exactement ce que nous faisons. Nous ne croyons pas au fait d'apporter des technologies ou d'apporter des équipes qui vont produire quelque chose. Pour nous, si vous voulez, il y a 4 fondamentaux pour arriver à relever le défi. Premièrement, il faut faire des réseaux qui soient le plus possible, on va dire, pérennes, donc de qualité. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir des réseaux qu'on ne va pas faire vite fait, pas cher. Et ça, malheureusement, c'est 10-15 des gros investissements. Il y a eu des investissements qui ont été faits un peu à la va-vite ces 15 dernières années. Et on est repassé derrière des réseaux qui étaient mal faits. Bon. Ensuite, deuxièmement, il y a aussi un autre sujet, c'est la mutualisation. Éviter de dupliquer des investissements quand on peut coordonner des investissements, que ce soit au sein d'une filière, entre les opérateurs, mais aussi, on l'a évoqué, on fait des routes, on creuse des routes, on va mettre des fours en même temps, on va construire des réseaux électriques, on va mettre de la fibre optique en même temps, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième axe. Le troisième axe, c'est celui qui consiste à travailler sur la montée en compétences locales. Parce que si vous ne formez pas les équipes locales,
le jour où vous avez terminé un chantier, vous allez partir et le savoir-faire n'existe pas. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit un coût plus élevé pour les pays, soit un manque de création de richesse, et les deux se cumulent. Donc en fait, la façon de mieux maîtriser ces réseaux, c'est pendant toute la phase de conception, construction, exploitation, c'est de monter en compagnie de ces acteurs locaux. Et on l'a fait, par exemple, au Bénin, on a créé une école du numérique, d'où la filière française, aux côtés des acteurs béninois. Et puis, le quatrième élément, c'est effectivement de faire en sorte que ces infrastructures soient résilientes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut combiner ces technologies. Il n'y a pas d'opposition entre le satellite et le câble sous-marin, entre les réseaux fibres terrestres et les réseaux radio, etc., etc. Ce sont des combinaisons de technologies qui doivent être pensées dans une forme d'architecture et de plan. Donc ça veut dire que ça doit s'inscrire. Je ne sais pas si c'est mon micro, enfin bon. Si, en tout cas, cette infrastructure est conçue d'une manière globale et notamment à l'échelle régionale ou un peu plus continentale que nationale. Et ça veut dire qu'il faut avoir des planifications un peu stratégiques, des projets d'investissement dans lesquels on va trouver effectivement toute la chaîne de valeur, depuis les câbles sous-marins, les data centers, les backbones terrestres, la connectivité urbaine et rurale, les réseaux satellites. C'est un tout. Donc c'est là-dessus que nous souhaitons, nous Européens, accompagner nos partenaires africains. On est dans une logique, on va dire vraiment de pair à pair, et c'est notre intérêt économique, mais c'est aussi, je pense, l'intérêt de nos partenaires africains de rentrer dans cette intime relation qui peut-être ces 15 dernières années manquait, avec du financement, je le rappelle, 350 milliards d'euros pour investir dans les infrastructures. Ça, c'est le Global Gateway, dont 50% en Afrique. Donc c'est pas, là, on n'est pas en train de parler en centaines de millions d'euros. On parle en centaines de milliards aux côtés des pays africains. Ce n'est pas simple. Je n'ai pas dit que parce qu'on avait décrété ça en novembre 2021, que ça y est, l'eau coulait l'argent coulait comme l'eau sous les ponts. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est compliqué à mettre en place, mais c'est un pas majeur qu'a franchi l'Europe. Il y a une volonté géopolitique de l'Europe de travailler à cette. Alors, on parle de souveraineté parfois. Moi, je préfère parler d'autonomie stratégique des pays africains. Alors, Adnan Benalima, est-ce que vous êtes le vecteur numérique des nouvelles routes de la soie chinoise en Afrique? Est-ce qu'il y a un projet global, puisque comme l'a décrit Stéphane, effectivement, le sujet, c'est pas seulement d'avoir un téléphone et un réseau, c'est la capacité du numérique de permettre le développement. Est-ce que vous avez une stratégie particulière en matière de développement du numérique en Afrique? Alors, en tant que compagnie privée, on ne représente pas du tout le gouvernement chinois. Et nous, on a des stratégies gagnant-gagnant avec nos partenaires locaux. D'accord ? On travaille avec tous les gouvernements des pays africains. Et justement, pour créer un écosystème. Le mot d'ordre, c'est la création d'écosystèmes propices au développement d'éthique. Parce que tout le reste n'est que résultat de ça. S'il n'y a pas d'écosystème, on ne peut pas parler d'infrastructure, ni de services, ni d'applications, ni de souveraineté, ni de rien du tout. Pour créer un écosystème, il faudra avoir une forte implication des gouvernements. Pourquoi ? Parce que, en général, les écosystèmes sont drivés par des leaders, par des champions locaux. Et le constat est que dans les pays africains, le secteur privé, il y a toujours des PME, mais il n'y a pas de grands groupes qui peuvent driver ça. Donc, je peux dire que le gouvernement joue le rôle du client B2B numéro 1 du pays. Donc, c'est lui qui doit donner la chance aux startups et aux acteurs locaux de pouvoir développer le secteur d'éthique en leur offrant 3 choses. Première chose, des marchés sur lesquels ils peuvent travailler en digitalisant les services publics. Deuxième chose, la législation qui doit être propice à ce genre de développement. Et troisième chose, des aides financières ou financements de toutes sortes, que ce soit souveraines ou de l'étranger. Donc la création de cet écosystème-là passe par tous ces aspects. Et nous, on joue un rôle assez important dans ça parce qu'on bâtit les infrastructures, on travaille avec nos partenaires, avec les gouvernements pour préparer le terrain ce qu'on appelle le P2M, de Policy to Market, pour que la roadmap de l'évolution technologique soit faite suivant les prérequis locaux. Il faut savoir qu'il n'y a pas un modèle exemple qu'on peut copier-coller d'un pays à un autre. Chaque pays, il a sa réalité. Et le plus important, c'est de pouvoir développer des secteurs prioritaires. Chaque pays a des secteurs qui peuvent être plus prioritaires
ou plus propices au développement que d'autres. Donc, ça peut être l'agriculture, ça peut être le e-government, ça peut être le mobile money, ça peut être le transport. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer tous ces secteurs pour qu'à la fin, l'infrastructure d'éthique soit utilisée comme étant un moyen qui contribue à l'économie. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est que le peu d'infrastructures qui existent en Afrique, Internet qui est utilisé, est surtout utilisé pour des scénarios privés d'entertainment, de divertissement, très peu qui contribuent à l'économie. Ça, c'est notre stratégie, notre vision et notre volonté de faire dans les prochaines années. Merci. François Logier, peut-être on arrive bientôt à la fin, mais on a bien évoqué le volet numérique. On voit bien les enjeux quand même, j'allais dire géopolitiques, qui se dessinent. Je parlais de Stargate pour les États-Unis. On a un équivalent européen avec le dernier sommet IA et notamment envisage d'énormes investissements en Europe et en France dans le domaine des données et des infrastructures numériques. Est-ce que vous sentez que vous voyez ce secteur se développer beaucoup, notamment pour l'Afrique? Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez quand vous parlez avec vos partenaires? Parce que, comme l'a dit Stéphane, il y a Huawei, c'est très bien, mais il y a quand même des vrais champions français. Est-ce qu'ils ont pris conscience, en fait, que c'est, même s'il y a du risque, bien sûr, et on en a parlé, du risque africain, c'est l'opportunité de développement, peut-être, du siècle, ce partenariat, notamment par le numérique, avec l'Afrique? Oui, je pense que mon micro marche. Oui. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, c'est un élément moteur majeur pour tout le monde dans tous les pays. Donc les champions français sont sensibilisés à ces opportunités et on travaille dessus. Ce que je veux dire, nous, notre intervention ne se limite pas à ça. Donc s'il y a des opérations dans ce champ-là, on sera content d'y être. Ma question c'était, est-ce que vous sentez que il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience. Et où les gens se disent on va faire des infrastructures classiques, puis on verra bien. Non. Après, tout le monde essaie de monter en gamme et puis de faire ce dans quoi il se sent très fort. Donc sur le numérique, c'est le cas. Mais effectivement, nous, on a plutôt pour l'instant travaillé dans une logique un peu de pyramide de Maslow, en assurant d'abord l'électricité avant de penser à la couche suivante. Les besoins de base d'abord, connecter les gens. Mais effectivement, la prise de conscience, elle est forte et de toute façon, c'est irréversible. Il y avait tout à l'heure le sujet de l'intelligence artificielle. Il va falloir y aller aussi. Il y a l'urbanisation, dans tous les domaines. Il y a l'urbanisation, les ports. Il y a le commerce. On a financé, c'est peut-être un bon exemple, et je terminerai là-dessus, l'extension du port autonome de Cotonou. Donc, il va passer de 12,5 millions de tonnes par an à 25 millions et pourra accueillir les plus grands porte-conteneurs qui existent aujourd'hui. Ça, c'est un vrai chantier qui fait du transfert de savoir-faire et qui se fait en partenariat, qui crée de l'emploi local. C'est 900 personnes pendant 3 ans qui ont fait ce boulot-là. C'est un chantier qui a demandé l'implication du gouvernement, parce que c'est des dossiers dans lesquels il faut qu'il y ait une volonté partagée du gouvernement français et du gouvernement local d'avancer. Et c'est un projet qui a demandé une grande planification et projection. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire sur ces projets-là, c'est tenir compte de tous les défis qu'on a évoqués, défis démographiques, défis climatiques, défis des rapports de force, de souveraineté et résilience. Et donc les projets dont on est en train de parler, il faut qu'ils fonctionnent dans 30 ans, dans 40 ans, enfin en 2063 et au-delà. Je crois que la clé aujourd'hui, bien sûr, c'est de prendre en compte tous les besoins, toutes les demandes, et le numérique en fait partie. Mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir cette capacité de projection et de travailler en partenariat à trouver les meilleures solutions. Très bien, merci à tous les trois d'être venus à Marseille parler de connecter les continents. Et puis je pense que c'est un sujet dont on va parler encore pendant quelques années. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.